Et donc, je vais essayer de traiter en 7 minutes la fuite aortique. Et donc, avant, peut-être, je voudrais dire qu'il n'y a pas une fuite aortique, comme c'était marqué dans le titre, mais plusieurs fuites aortiques. En voilà un exemple. Ici, c'est un patient qui a une fuite aortique, mais aussi une endocardite. Évidemment, le raisonnement ne sera pas le même du fait du processus infectieux responsable de la fuite que sur une fuite aortique d'un autre mécanisme. Mais même si on enlève l'endocardite, il y a plusieurs fuites aortiques. Et peut-être la première question à se poser, c'est est-ce que le patient est symptomatique de sa valvulopathie aortique ou ne l'est-il pas? Et après, on avancera sur les différentes questions qui sont sur la diapositive et on se posera la question du caractère réparable ou non réparable de la valvulopathie, et tout cela impactera bien sûr la décision thérapeutique que l'on prendra à la fin. Ce qui est certain néanmoins, c'est que beaucoup de patients qui ont des fuites aortiques sont possi ou asymptomatiques et que la place de l'imagerie est croissante, et la littérature récente le démontre. Donc avant d'aller plus loin sur traiter ou pas traiter une fuite aortique qui ne serait pas forcément très sévère, il va falloir comprendre le mécanisme de la fuite et utiliser les techniques d'imagerie pour comprendre ce mécanisme. A-t-on affaire à une valve bicuspide? A-t-on affaire à une valve bicuspide avec un raffet? A-t-on affaire à une valve aortique avec une pathologie du culot aortique? Ou a-t-on affaire à une valve tricuspide avec une dilatation annulo-ectasiante, par exemple? Toutes ces questions vont forcément impacter la démarche que l'on va avoir ensuite. Et puis, on va quantifier la fuite. Et là, ce n'est pas terrible, parce qu'on sait que quand on quantifie la fuite en échocardiographie, on n'est en général pas très très bon, et on a plutôt tendance à sous-estimer la fuite. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise une approche multiparamétrique, qu'on donne une importance relativement majeure au flux rétrograde dans l'aorte descendante. Et on a tendance aujourd'hui à proposer aussi, quand on est dans le doute, une IRM avec maintenant un seuil de flot régurgitant qui a été défini et qui est rapporté dans plusieurs papiers, dont la 7 méta-analyse, qui serait de 33% pour définir une fuite aortique qui serait sévère. Donc là, finalement, je ne réponds pas tout à fait à la question qui m'est posée, puisque là, je suis en train de définir ce que c'est qu'une fuite aortique sévère. Et donc, une fuite aortique sévère, c'est un degré de régurgitation qui dépasse 33% en IRM. En échographie, on a des seuils qui sont différents. Après, on a les guidelines, et on a dit que la religion, c'était les guidelines. Et là, le problème, c'est qu'on a plusieurs religions, en tout cas plusieurs façons d'interpréter la religion, selon qu'on est américain ou européen. Et vous voyez que, en l'occurrence, il y a un niveau de recommandation qui est relativement faible pour un certain nombre de contextes, et avec des niveaux de preuve qui sont eux aussi très faibles. Et puis les recommandations ont changé, et vous voyez maintenant que les recommandations, finalement, ont l'intérêt de mettre un petit peu la quantification de la fuite en dessous de ce qu'on faisait peut-être au préalable. C'est-à-dire qu'on apprécie le fait qu'il y a une fuite, on apprécie le mécanisme de la fuite, et puis très vite, on va s'intéresser à la fraction d'éjection, ici au diamètre télésystolique du ventricule gauche ou au diamètre télésystolique indexé du ventricule gauche, pour définir un seuil d'intervention qui est classe 1 ou un seuil d'intervention qui est classe 2B, avec des seuils qui, vous voyez, sont de 50% très conservateurs ou 50 mm très conservateurs, versus des seuils un peu plus innovants qui sont de 55% pour la fraction d'éjection et 22 mm par mètre carré, ou le volume indexé, beaucoup mieux, 45 ml par mètre carré. Et donc maintenant, je vais insister sur ce point-là, c'est qu'effectivement, on peut être amené à proposer une intervention chez quelqu'un qui a une fuite aortique qui n'est pas nécessairement très sévère, si on a un retentissement sur le ventricule, si on a un retentissement sur les cavités cardiaques. Et donc finalement, je renverse un petit peu la façon de présenter les choses dans la fuite aortique, et plutôt que d'abord regarder la valve aortique, regardons d'abord le ventricule gauche. Si le ventricule gauche est dilaté, quantifions la fuite, et essayons de voir s'il y a un mismatch entre les deux ou pas, et alors on se posera peut-être la question différemment d'une intervention ou de pas d'intervention. Ce qu'il y a de certain, et ça c'est un vrai problème, c'est que les patients que l'on voit aujourd'hui dans nos services arrivent à des stades très avancés de la maladie. On a dit que la fuite aortique était souvent asymptomatique jusqu'à un stade très sévère, et donc malheureusement, beaucoup de patients arrivent pour la première fois dans un milieu cardiologique avec un retentissement sur le ventricule gauche, voire un retentissement sur l'oreillette gauche, la fuite mitrale, et sont quelquefois en fibrillation atriale, et pire encore, ils peuvent avoir ce que l'on croyait impossible, des conséquences sur le cœur droit, avec une fuite tricuspide et éventuellement une dysfonction ventriculaire droite. Un patient sur 8 uniquement n'arrive en milieu cardiologique aujourd'hui dans les pays occidentaux avec rien d'autre qu'une fuite aortique significative.
Et le problème, c'est que plus on a un retentissement sur le ventricule gauche, bien sûr, plus le pronostic est sévère. Et donc c'est là qu'on répond à la question qui m'est posée, c'est doit-on opérer une fuite aortique qui n'est pas forcément très sévère? Oui, peut-être, si le patient a un retentissement ventriculaire gauche qui est majeur et que là, du coup, on met en péril son pronostic. Et donc il faut bien considérer la fuite aortique non pas comme une simple maladie de la valve, mais comme une maladie du valve et du cœur sur lequel cette valve est insérée. Donc c'est très important de reconsidérer aussi ce qu'est le retentissement sur le ventricule gauche de la fuite aortique. Et ce diamètre télésystolique que l'on utilisait précédemment, cette fraction d'éjection à 50%, il faut peut-être la mettre de côté et retenir, comme vous voyez ici, je ne vois plus rien, que la fraction d'éjection doit être pas inférieure à 55 voire 60% et que le volume télédiastolique indexé ne doit pas être au-dessus de 45 ml par mètre carré avec un diamètre télésystolique qui ne devrait pas dépasser 22 mm par mètre carré. C'est vraiment très important car vous voyez ici, je ne sais pas si je peux montrer là, mais que la différence en termes de pronostic est majeure selon que vous ayez un volume indexé inférieur ou supérieur à 45 ml par mètre carré. Donc ceci a été montré largement, et donc je ne sais pas comment ils ont fait cette méta-analyse avec des données échographiques et des données IRM des mêmes paramètres. Il y a sans doute un problème méthodologique là, mais toujours est-il que là, il est clairement montré que ces volumes indexés, que cette fraction d'éjection sont des marqueurs très importants à considérer avec ces seuils de 45 ml par mètre carré et ce seuil de fraction d'éjection de 60% pour définir des patients qui sont à risque d'événements défavorables et qui donc peut-être justifieraient d'un traitement plus précoce. Donc il faut changer de cette façon traditionnelle de voir les choses que vous avez sur la gauche de la diapositive, avec un diamètre qui en plus était mesuré en TM, pour aller vers une mesure non plus des diamètres, mais peut-être des volumes indexés, peut-être en IRM, peut-être en échographie cardiaque. Si on fait l'IRM, on aura la fraction de régurgitation avec ce seuil de 33%, et on aura aussi la mesure de la fibrose, et on pourra définir ainsi des patients qui sont à beaucoup plus haut risque et qui peut-être justifieront d'une intervention plus précoce. Et juste une phrase pour dire que les choses sont un peu différentes que l'on soit un homme ou une femme, et ça a été montré en particulier par l'équipe de Leiden, que les femmes sont à beaucoup plus mauvais pronostic si on les attend trop longtemps, et que donc il vaut mieux considérer des seuils plus faibles chez la femme que chez l'homme, et ça serait alors 40 ml par mètre carré chez la femme et 45 chez l'homme. Ça a été montré dans plusieurs travaux, je vais passer très très vite, pour dire que donc, les recommandations sont relativement classiques, elles sont restées à 50% et un diamètre télésystolique indexé à 25 mm par mètre carré, mais qu'il faut peut-être reconsidérer tout cela et bien savoir utiliser l'IRM pour quantifier la fuite, mais aussi quantifier les volumes et ensuite avoir une décision pluridisciplinaire qui amènera peut-être à traiter des patients plus tôt. Je vous remercie.